Parfait, ça enregistre. Donc, Dispo Team pour l'examen de dynamique. Donc, on va aller commencer par faire les premières questions à choix de réponse. Donc, l'examen formatif, si vous le regardez bien, vous avez 8 questions à choix de réponse, 2 questions à développement et 3 problèmes. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais juste vous mettre les questions à choix de réponse. Hop. On va y aller par moitié. Donc, les 4 premières questions à choix de réponse. Voilà. Parfait. Et je vous partage ça. Donc, bureau fenêtre. Ok, donc là, vous devriez voir Paint et les 4 premières questions. Est-ce que c'est le cas? Oui. Parfait. Ok. Donc, regardez ça ensemble. Alors, dans l'espace, la navette spatiale est placée en orbite autour de la Terre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que seule la Terre attire la navette, les deux s'attirent mutuellement, seule la navette attire la Terre ou aucune de ces réponses? D'après vous? Moi, je dirais la C. Moi, je pense que c'est C. Moins C. Bon, vous avez raison, c'est la C. Pourquoi? Donc si là, on a la Terre et on a la navette spatiale, les deux vont être soumis à la force de gravité. D'ailleurs, la force va être égale, donc troisième loi de Newton, et c'est le principe d'action réciproque. Donc là, on parle de la troisième loi de Newton. La navette attire la Terre attire la navette. Par contre, c'est que la navette qui bouge. Pourquoi? Parce que la Terre est beaucoup plus grosse, elle a une masse qui est beaucoup plus importante. Donc la bonne réponse était la C. Voilà, parfait. Bon. Un météore percute la Terre. Lequel des deux ressortira la plus grande force d'impact? Le météore, la Terre, cela dépend de la vitesse ou les deux ressentiront la même force? C'est C. Moi, je dirais C. Oui, c'est aussi C. Parce que, encore une fois, ce qu'on veut, c'est juste voir, c'est la troisième loi Newton. Bon, ah oui, il faut que je sélectionne pinceau, voilà, donc c'est bien la réponse C. Les deux ressortiront la même force. Bien entendu, le météore va se faire exploser et la Terre, il y aura juste un petit trou. Hein, il n'y a pas à cause de la différence de masse. Bon, on continue. Dans le cas d'un projectile au point le plus élevé, quelle force crée l'accélération? Une force de tension, une force normale, une force de gravité ou une force de frottement? Moi, je dirais A. Une force de tension? Moins. Non, c'est gravité, je pense. Est-ce qu'on se rappelle c'est quoi un projectile? Ah oui, non, laisse faire. Ouais. Ouais, oui, c'est plus la gravité. Bon, si on se représente un projectile en X, il va avoir un mouvement qui est mRu. Donc, il va avoir la même vitesse en X. Par contre, en Y, il va être en mRUA. Un projectile est en chute libre. Donc, quel que soit son point, il va être soumis seulement à la force de gravité, c'est-à-dire à son poids. Donc, la bonne réponse, c'est une force de gravité. Donc, voilà. Question 4. On a Anne et James qui tirent. Il y a James qui finit par tomber, donc il tire à la corde. Lequel a tiré le plus fort? Est-ce Anne ou c'est James? James, il tombe.
Ben, il me semble, l'autre jour, là, vous aviez dit que quand c'était, mettons, les deux tirs, ils ont la même force, là, Oui, mais il y en a une qui tire plus fort. non. Mais, ah. Moi, Les j'aurais deux, dit qu'il manquait des données, mais Ah, OK. non. Ben, moi, je dis que les deux tirent de la même force. Les deux vont tirer la même force. La tension dans une corde, ça va être la même. On a une corde qui est tendue. La seule différence, c'est que James n'est pas capable de retenir cette force-là, alors que Anne, oui. C'est tout. Mais c'est bien, il tire avec la même force. Quand vous tendez une corde et puis que la corde a une masse négligeable, etc., vous avez exactement la même tension. Donc les deux ont tiré avec la même force. La différence, c'est que James n'est pas capable de supporter cette force, alors que Anne, oui. Cette question-là est ok. toujours ratée dans un examen. Mais si James n'est pas capable de supporter la force, il doit pas tirer la même intensité, non? Et c'est pour ça qu'il arrête de tirer et il tombe. Ok, ok, ouais. Donc voilà, c'était les 4 premières questions. On y va avec les 4 suivantes. Donc je vais juste aller vous les chercher. Hop. Suis-je bête? Ah, je vais directement vous partager. En fait, je vais changer mon partage. Je vais arrêter le partage et je vais vous partager ma fenêtre Word. C'est encore mieux. Bureau fenêtre, fenêtre de l'application. Parfait. Ok. Donc là, vous avez accès au Word. Vous le voyez? Oui, oui. Parfait. Donc je bouge. Question 5. Donc en fait, on va juste aller remettre les bonnes valeurs aux premières questions. Je pourrais dessiner là-dessus. Donc on avait dit les deux tirent mutuellement. Les deux ressortiront la même force. C'est la force de gravité. Et les deux ont tiré avec la même force. Voilà. Si vous êtes dans un avion en chute libre, la normale qui s'exerce sur vous, du sol de l'avion sur vous, est égale à quoi? Vous pouvez être sur un banc qui est en train de tomber aussi. Ben, il y a pas, le normal va être égal à 0 parce qu'il n'y a pas de surface. Exact. Regardez le petit dessin. Là, votre avion. Il veut pas que je dessine en dehors de Word. Bon, d'accord. Pas un problème. Fasse-moi ça. Bon, pourquoi il veut pas? Ok. Donc là, vous avez votre avion qui tombe et vous, qui êtes à l'intérieur, qui tombez aussi. Comme vous tombez les deux à la même vitesse, vous n'avez pas de contact avec le sol de l'avion et donc finalement, il n'y a pas de normal. Votre poids apparent vaut 0 Newton. C'est comme le cas d'un ascenseur. Bon, question 6. On reprend le météore. Un météore percute la Terre. Lequel des deux ressentira la plus grande accélération? Le météore, moi, je pense. Pourquoi? Ben, parce que, mettons, les forces qui s'exercent sur lui, il y a la vitesse, il y a puis la gravité. Attention, les forces qui s'exercent, il n'y a que la gravité. Vous avez la Terre, vous avez le météore, il n'y a que le poids qui s'exerce. Et vous avez exactement la même force. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Je viens de vous aider. Ben, la masse. La masse. La masse de la Terre est beaucoup plus grande, donc elle est plus difficile à bouger.
Si vous exercez 100 newtons sur un objet qui a une petite masse, il va beaucoup plus bouger que si vous exercez 100 newtons sur une grosse masse. Donc le météore, lui, va comme rebondir, va même exploser. Mais la Terre, elle est une grosse masse, elle va pas ressentir grand-chose, elle va à peine bouger, puis elle va même pas bouger. Donc c'est bien le météore. Bon. Vous avez un bateau, vous avez une voile ici, puis vous avez un oiseau qui vient souffler ici, dans la voile. Que fait le bateau? Il souffle avec une force suffisamment grande. Le bateau, il fait quoi? Ben, il avance. Ben oui, il avance. Ok. La question était très simple. Il y a pas le bateau va avancer. Parce qu'il est poussé par... c'est comme s'il est poussé par du vent. Ah, des fois, les questions sont juste simples. Il n'y a rien de... Dernière question. Hop, on va juste refaire le dessin. Vous êtes dans un grand 8. Merci, je suis en train de faire un dessin. Bon, pourquoi? On va juste aller le sectionner. Ok. Parfait. Donc un grand 8, voilà, c'est des montagnes russes. Vous êtes au-dessus de la boucle de looping. Quelle force va être force centripète? Donc ici, c'est le centre. Là, vous avez les rails. Et puis, j'ai pas entendu? C'est quoi un looping? Ok, un looping, c'est ça. D'accord? Puis tu as ton petit chariot qui est comme ça. Puis tu te retrouves la tête à l'envers. Si je dessine un petit bonhomme, le petit bonhomme, il sera comme ça. Ok? Ok, c'est bon. Donc on a quelle force? De gravité. Oui, on a la force de gravité. Est-ce que c'est la seule force? Vous avez aussi... Ben, il y a aussi le poids. la force de gravité, c'est le poids. C'est la même chose. Vous avez aussi quoi d'autre? Ça, c'est quoi que je viens de dessiner? On a une normale, alors qu'ici, on a un frottement. La normale est force centripète parce qu'elle est orientée vers le centre. Elle participe à quoi? Elle participe au fait que le chariot va tourner. La force de frottement, c'est la force qui fait orienter. La normale et le poids, c'est les forces qui font tourner. Force centripète, il faut juste se rappeler, c'est une force qui est orientée vers le centre. Et ici, on a bien une force de réaction parce qu'on a deux surfaces. Et dans notre force de réaction, on a la normale et la force de frottement. La force de frottement va faire... en fait, la force de frottement va s'opposer au mouvement, pendant que la normale, elle, va faire tourner notre chariot. Donc voilà, donc c'était des petites révisions, des petites questions juste comme ça de révision. Bon, ok. Voyons voir. Qu'est-ce que nous dit le cheval? Selon un cheval, plus il tire vers l'avant de sa remorque et plus la remorque tire vers l'arrière. Il se fatigue donc inutilement. Expliquez pourquoi la remorque avance quand même. Donc, on fait un petit dessin. On a notre cheval qui est là.
Donc, selon le cheval, lui, il tire vers l'avant. Donc, la remorque, pour lui, va le tirer vers l'arrière comme ça. Pourtant, est-ce que si le cheval avance, est-ce que ça va avancer? Oui. Pourquoi? Ben, je pense que c'est la troisième loi de Newton, là. Ouais, la troisième loi, ça va être la même chose. Mais c'est quoi qui fait avancer le chariot? C'est pas le frottement. statique. Oui, c'est le Ouais, frottement. des sabots. Voilà, Ah, exactement. ouais. Les sabots et les roues. Donc c'est le sol qui fait avancer. C'est quand vous marchez, c'est le sol qui vous propulse en avant. Donc voilà qu'est-ce qu'il fallait répondre. Dans un cylindre de la mort, une moto arrive à rouler sur les murs suivant une trajectoire circulaire. Expliquez quelle force fait tourner la moto et quelle force maintient la moto sur les murs. Bon, là, il y aurait un petit schéma, mais dans un cylindre de la mort, vous auriez votre moto qui serait comme ceci. Et vous avez ici le centre. Et puis en fait, bah, la moto, là, c'est une vue de côté. Et la moto, elle tourne dans le cylindre. Bon. Si on regarde, il y a quelle force qui s'exerce sur la moto? C'est comme tantôt avec la force de la gravité et la normale. Oui, il y a le poids qui est comme ceci. La moto est attirée vers le sol. Elle est sur un mur vertical. Qu'est-ce qui retient la moto? C'est la force de frottement. Il y a aussi la force centripète. Et oui, la force centripète ici, ça va être quoi? Ça va être la normale. Donc la moto qui est sur un mur vertical, elle reste sur le mur parce que le poids est contré par la force de frottement et elle tourne grâce à la normale. Mais pourquoi elle tourne pourquoi la normale est égale à la force centripète? Parce que la normale est tournée vers le centre. La force centripète, c'est une force qui n'existe pas. C'est quand on a une force qui est tournée vers le centre d'une trajectoire, à ce moment-là, on appelle ça force centripète parce qu'elle met en mouvement. Donc ça, je vous ai fait un petit dessin avec vue sur le haut. Bah, vous avez la normale qui met en... Donc là, la vue sur le haut est comme ceci. Vous avez une force qui est toujours orientée vers le centre, c'est la force normale. Donc c'est elle qui met en mouvement la moto pour sa trajectoire circulaire. Dans le cas de l'autoroute, c'était quoi? Dans l'approche par problème de l'autoroute, c'était quoi qui était force centripète? C'était la force de... Si là j'ai une voiture, j'ai une auto, qu'est-ce qui fait tourner une auto? Qu'est-ce qui est force centripète? Vous avez fait l'approche par problème? Oh. Alors Audrey qui propose les roues, oui, mais dans les roues, il y a quelle force? Les roues, elles sont en contact avec quoi? Elles sont en contact avec le sol. Donc il y a une force C'est de le frottement réaction. statique. Exactement. Donc vous avez une normale, la normale qui contre le poids, et vous avez la force de frottement qui est orientée vers le centre du virage. Donc voilà. Donc c'est bien la force de frottement qui est force centripète. Bon, bah, c'est ce qui répond aux questions à développement. Maintenant, on doit aller regarder les problèmes. Bon, je vais mettre une page supplémentaire. Hop, oh, pardon. Okay, voilà.
Pourquoi je peux pas écrire? Bon, en tout cas, pas très grave. Alors, question 11, la boîte inclinée. Donc, un problème de dynamique. Bon. Vous voyez, il y a beaucoup de questions. Quel est le coefficient de frottement statique? 23 degrés. Bon, on fera peut-être pas toutes les questions ensemble, mais on va au moins en regarder les principales. La première chose que vous avez à faire, c'est de faire un schéma dans un problème de statique. On va y aller. Pourquoi il veut pas? Parfait. Ah, ben là, il me permet. Ok, c'est bon. Il m'a permis 2 secondes. Je rajoute une feuille. Je rajoute un espace blanc pour chacune des questions. Hop. La poutre. Descend un coup. Et il me manquerait. Toc. Voilà, parfait, c'est bon. On aura assez de place. Donc, on reprend. Première chose qu'on se fait, c'est un schéma de la situation. C'est toujours la première étape. Bon, est-ce que tu veux qu'il y ait... Parfait, c'est bon. Alors, donc le schéma, bah, vous avez une pente qui est comme ceci. Vous avez votre masse. Vous voyez que votre angle va changer, donc on va juste se marquer un angle θ. Donc comme ça, parce qu'on va pouvoir lui changer sa valeur de temps en temps. Et qu'est-ce qu'on dessine? Bah, on va les mettre notre paire, donc x, y comme ceci, qu'on fait pencher par rapport à comment la masse va avancer. Donc le x va être suivant la pente. Et on va les mettre les forces. Donc il y a quelles forces qui agissent sur votre boîte? Est-ce que vous pouvez les donner? Ben, le poids, Il y a le poids, donc le poids qui est toujours vertical comme ceci. Il y a quoi d'autre? la normale, La normale, donc la normale qui va être comme ceci à 90 degrés par rapport à la surface. Et il y a une dernière, c'est la force de frottement. la force de frottement. Voilà. Donc vous n'avez pas 36 000 forces à connaître. Après, on pourrait avoir une tension avec une corde, etc. Mais vous retrouvez toujours les mêmes forces. Donc vous vous retrouvez avec 3 forces. À noter que la normale et la force de frottement, on pourrait la combiner et dire juste bah, que c'est une force de réaction. Deuxième point, vous faites votre tableau de force. Je vais mettre un petit peu moins d'épaisseur. Voilà. Non. Voilà. Parfait. Hop. Donc votre tableau de force. Qu'est-ce que vous mettez dedans? En X, en Y. X, Y. Bon. Vous y allez. Bon, bah, votre poids. Alors, votre poids, vous utilisez ce que vous voulez. Le poids est un petit peu plus difficile. Donc, vous pouvez aller utiliser l'orientation ou juste utiliser, je vais utiliser la méthode physique pour le coup. Bah, le poids, ça va être mg. Et là, comme je vais utiliser l'angle θ, je vais marquer que c'est sinus de θ. Et je vais rajouter un moins ici. Donc, c'est moins mg sinus de θ. Bien sûr, vous auriez pu utiliser l'orientation. En utilisant l'orientation, vous auriez obtenu mg cos de 270 moins θ. Si vous aviez voulu utiliser Mais pourquoi vous ne prenez l'orientation. pas ça? On va y aller avec lui. Ok. Non, parce que j'avais vu que dans la correction, j'avais été avec moins mg sin de θ. De toute façon, ça change strictement rien. Donc, on va reprendre ce que je vous ai montré en classe.
Parce que les méthodes sont tout à fait valables. Donc, on va y aller avec l'orientation. Donc, on y va. M, G, cos 270 moins θ. Et pour Y, M, G, sinus de 270 moins θ. Voilà. Pour le frottement, la force de frottement, vous savez juste qu'elle est en X. Vous ne savez pas dans quel sens, il n'y en a pas en Y. Et pour la normale, 0N. Voilà. Donc là, on a fait le cas général. Maintenant, on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Quel est le coefficient de frottement statique? Ok. Bon, le coefficient de frottement statique, vous prenez, vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre n'importe quel angle en dessous de 34,3. Donc, on va aller se mettre à 34,3, on a le droit. Donc là, on va répondre, donc troisième méthode, quel est le coefficient de frottement statique? Donc, qu'est-ce qu'on fait? La somme des forces en Y va être égale à 0, car on est en statique. Donc, on trouve normal va être égal à moins mg sinus de 270 moins θ, donc moins 34,3, parce qu'on va se placer à 34,3, et on va trouver la valeur de la normale qui vaudra 186 newtons. Voilà, donc on s'est placé à l'angle limite juste avant que ça glisse, c'est parfait. Maintenant, on fait la somme des forces en X égale 0. Comme on s'est placé à l'angle limite, on sait que la force de frottement va être égale à mu S fois la normale. À l'angle limite en statique, la force de frottement est égale à la force de frottement statique. Donc mu S fois la normale, on voit que la force de frottement est dans les X positifs, parfait, et on aura plus mg de cos de 270 moins θ, donc moins 34,3 égale 0. Ce qui va nous permettre de trouver que mu S fois la normale, on trouve la valeur de la force de frottement. Ça vaut, 2 petites secondes, 68 fois 186, ça vaut 126,5. Et donc, mu S, vous faites 126,5 divisé par 186, vous trouvez une valeur de mu S qui vaut 0,68. Mais pour trouver la valeur de 126,5, là, ouais. vous avez tout additionné vos c'est juste forces dans le fond. mg cosinus de 270 moins 34,3. C'est juste cette valeur-là. Ça vaut ça. Si tu fais le calcul, c'est la valeur de ta composante de ton poids en X. C'est toujours la même méthode que vous avez à faire. Donc ça, pour cet exercice-là, à 23 degrés, combien vaut la force de frottement? C'est la même méthode. Vous faites la somme des forces en X, force de frottement plus la composante du poids, et vous trouvez que la force de frottement vaut 88,6 newtons. À la question 3, quel est le coefficient de frottement cinétique? Vous vous mettez à 34,3 degrés, mais à la partie où ça se met à glisser. Parce que je vous rappelle une chose. Ça, on peut effacer. Voilà. Donc, je vous rappelle ceci. Par rapport à la force appliquée
votre force de frottement, elle est comme ceci. Donc à 34,3, bah, si on se place du côté de la statique, ça vaut μs fois la normale. Si on se place de la côté de la cinétique, ça vaut μc fois la normale. μs. Et donc là, c'est de la statique et là, c'est de la cinétique. Donc vous refaites la même chose. Vous pouvez aller trouver l'accélération parce qu'on vous donne le temps que ça met pour faire la distance. Donc vous trouvez l'accélération qu'elle possède et vous pouvez aller trouver votre μc. Bon, je vous Mais laisse c'est à droite, c'est μc fois quoi? μc fois la normale. Ah, ok. Donc ici, vous avez quand c'est en... Donc quand on est au point limite là, à 34,3 degrés, à gauche, c'est de la statique. Donc la force de frottement est égale à la force appliquée jusqu'à ce que ça vale μs fois la normale, qui est le frottement statique maximum. À droite, dès que l'objet se met à glisser, la force de frottement vaut μc fois la normale. Donc pour la question 3, vous trouvez l'accélération en x. Une fois que vous avez l'accélération en x, vous faites la deuxième loi Newton en x, vous pouvez aller trouver votre valeur de μc. La question 4, 5, 6, je vous les laisse pour chez vous. Je vous les laisse regarder chez vous. Mais c'est toujours le même raisonnement, faire la somme des forces en x, la somme des forces en y. Toute cette correction-là est déjà sous les A. D'accord? Vous avez rien de nouveau. Vous pouvez retrouver ça sous les A. On regarde le problème de projectile. Est-ce que ça va? Vous suivez ou pas? Ok, alors, je vais juste voir. L'examen dure combien de temps? L'examen, il dure 2 heures. Cet examen formatif est plus long qu'un examen normal. C'est Mais d'ailleurs... l'examen qu'on va avoir, il va être plus court que celui-là. Oui, Puis tout à... ça, il est-tu, mettons, dans le même calibre de difficulté ou il est plus facile, mettons? Il est dans le même calibre de difficulté, sauf pour la quatrième question la quatrième question du projectile qui est vraiment beaucoup plus dur dans l'examen formatif. L'examen formatif est toujours plus dur que l'examen normal. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut vous demander. Donc la question, la boîte inclinée, il y a beaucoup trop de questions. Et vous faites la même chose. C'est juste pour que vous compreniez bien. Tu vois, c'est pour ça que là, je passe un peu plus rapidement. Je vous ai fait les 2-3 premières questions, puis les questions 4, 5, 6, faites-les chez vous pour vous entraîner. Mais c'est le genre de questions que vous pourriez retrouver à l'examen, puis ça sera moins long. L'examen formatif est toujours un petit peu plus long. Mais par contre, la difficulté, c'est vraiment ça qu'on va vous demander. Ok. Bon. Donc, on a vu un problème de dynamique, on vient de voir, vous allez avoir un problème de dynamique. Vous aurez aussi un problème de projectile. Donc, regardons un problème de projectile avec le joueur de football. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, on fait un schéma de la situation. De toute façon, c'est toujours la première chose qu'il faut faire. On vous donne la hauteur de départ, donc 1,78 mètres. Donc ça, c'est votre Y d'origine.
Votre x0 d'origine, vous le fixez, ça vaut 0. Posez-vous la question, est-ce que on vous donne la vitesse initiale? Oui. Donc vous pouvez tout de suite la calculer. La vitesse initiale d'origine en x, bah, ça va être 15 cos de 45. Donc ça, c'est un résultat qu'on peut tout de suite marquer. Donc ça fait 10,6 mètres par seconde. Et enfin, on rajoute la vitesse d'origine en y, ça va être 15 sin de 45. Ça vaut aussi 10,6 mètres par seconde carré. Mètres par seconde. Donc, vous avez votre point de départ et vous avez toutes les informations de votre point d'origine. C'est ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'autres informations. Notre point d'arrivée, il va être ici. On regarde qu'est-ce qu'on connaît. On ne connaît pas grand-chose. On ne connaît pas sa position. En X, par contre, on connaît en Y, ça va être 0 mètre. On connaît sa vitesse en X, parce que c'est du MRU, donc on peut tout de suite marquer c'est 10,6 mètres par seconde. Et on ne connaît pas sa vitesse en Y. Donc ça, c'est une inconnue. On a deux inconnues avec notre position finale. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On dessine notre projectile. On connaît l'accélération. Donc, accélération en X, ça vaut 0 mètres par seconde carré. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et l'accélération en Y, elle vaut combien l'accélération en Y? Vous pouvez me la dire? Monsieur, c'est quoi Vx? La vitesse en X? 10,6. Ok, mais elle reste tout le temps comme ça. Oui, on a un mouvement MRU. Ah, ok, c'est vrai. Donc, on a une accélération en X qui vaut 0 et l'accélération en Y vaut... Ça vaut quoi l'accélération en Y dans un projectile? Moins 9,8. Ah oui, moins 9,8. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est le temps. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quoi vos inconnus? Ça va être la position finale, ça va être la vitesse finale et ça va être le temps. Alors, donc voilà, donc ça, on s'est mis là-dessus. Bon. Jusqu'à quelle hauteur le ballon va-t-il monter? Bon. Donc là, on a mis ce point-là. Il y a un autre point aussi qu'on aime bien étudier. Un des points qu'on aime beaucoup étudier, c'est le sommet. Généralement, le sommet, on ne connaît pas, donc Y du sommet, on ne le connaît pas. Mais par contre, on connaît la vitesse du sommet. En Y, ça vaut... C'est quoi la vitesse en Y au sommet? 0. 0. Voilà, donc c'est une information que vous pouvez avoir. Donc à partir de là, vous pouvez résoudre. Donc allons-y. On veut trouver la position. On nous dit... D'accord, faites un schéma de la situation. Jusqu'à quelle hauteur le ballon va-t-il monter? Ah oui. Bon. On regarde nos équations de la cinématique et on se dit, je connais cette équation-là. Vy au carré est égal à Vy0 carré plus 2 fois l'accélération en Y fois le delta Y.
Donc là, je peux remplacer 0 est égal à 10,6 au carré moins 2 fois 9,8 fois le delta Y. Et donc, 10,6 au carré divisé par 2, divisé par 9,8. On a un delta Y de 9,8 auquel voilà. Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? 1 sinus 45, non, divisé par 9,8, on a un temps de 1,08. Ah oui, on a un delta Y de 9,8. Et pourquoi j'ai marqué... Non, je regarde juste mon corrigé, parce que j'ai une petite erreur. Divisé par 2, divisé par 9,8. Ah, pardon. Voilà. C'est bon, excusez-moi. J'avais fait une erreur de calcul. Le delta Y vaut 5,73. Et donc, votre Y final, ça va être 5,73 plus le Y initial, parce que delta Y, c'est Y moins Y0, donc plus 1,78 m. Donc, vous trouvez un Y final qui vaut 7,5 mètres. Ouais, 7,5 mètres. Bon. Si un porteur de ballon part 5 mètres derrière le quart arrière et qu'il veut attraper le ballon à 1 mètre du sol, cela vous semble-t-il réaliste? Donc ça, la question, c'est clairement, on doit trouver la position finale du ballon. À quelle hauteur le ballon va atterrir au niveau du sol. Puis voir après, est-ce que le gars va pouvoir courir. Donc, qu'est-ce qui nous manque? On cherche un temps. Ils le disent à 1 mètre. Donc, on écrit Y égale Y0 plus la vitesse initiale en Y fois le temps, plus la moitié de l'accélération en Y fois le temps au carré. On nous dit que il va attraper le ballon à 1 mètre du sol. Sa position de départ, c'est 1,78. Sa vitesse au départ, c'est 10,6 fois le temps t. Et on a moins 1,5 fois 9,8 fois le temps t au carré. On a une équation du deuxième ordre. Plus 10,5 fois le temps t. Voilà. Bon. Cette équation du deuxième ordre, vous la résolvez, vous trouvez un temps t qui vaut 2,23 secondes. La position du ballon, x, va donc être égale à 10,2.23. Donc, c'est-à-dire à une distance de 23,26 mètres. Comme le coureur part à 5 mètres en arrière, il aura donc une distance de 28,26 mètres à faire en 2,23 secondes. C'est-à-dire 28,26 divisé par 2,23, il devra avoir une vitesse moyenne de 46 km/h. Est-ce que c'est réaliste? D'après vous? C'est pas réaliste de courir à 46 km/h. Usain Bolt, il court au maximum à 40 km/h, donc c'est pas vraiment réaliste d'aller à 46 km/h pour un humain. Un humain peut courir à peu près à 20-30 km/h maximum. Donc voilà.
Donc, dans la question 3, si un porteur part avec 5 mètres arrière, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé le temps que ça allait mettre pour se retrouver à la position de 1 mètre de hauteur. En trouvant le temps, on multiplie par la vitesse pour aller trouver la position en X. Et à partir de là, on peut répondre à la question. La question 4 est beaucoup plus compliquée. Elle ne sera pas à l'examen, donc vous pouvez essayer de la faire, mais c'est pas du tout à l'examen, comme c'est pas d'un niveau d'examen. La question 4. C'est une question très difficile, la plus dure en examen possible. Pour vous donner une idée, je l'ai déjà donné en examen, puis je pense qu'il y a une personne qui l'a réussi dans la classe. Donc, je la donne plus, je le trouve très bien comme question, mais en examen formatif pour les meilleurs d'entre vous. Donc voilà, donc vous pouvez aller le voir, ça se fait quand même très très bien. Est-ce que ça va? On continue, on passe un petit peu à de la rotation. Ok. Donc si on va à la dernière question, la poutre. Ça va être ça l'examen. Je préfère vous prévenir. Pour la rotation, il faut vraiment que vous compreniez ceci. Ici, on a notre pivot. Bon. Si on regarde, il y a une tension qui s'exerce au bout de notre poutre. Il y a le poids. Et ici, on aura une force verticale, V. On a une force aussi horizontale, mais on voit comme c'est la seule force, bah, H serait égal à 0. Donc, on a trois inconnus, la tension, le poids et la force de réaction V. Première question. Quelle sera la tension pour que la poutre soit en équilibre? Ce que vous avez à faire, vous mettez l'axe de rotation au pivot et vous faites la somme des moments. Parce que regardez, si on fait notre tableau de force en X, en Y, et puis la somme des moments par rapport au pivot, ce qu'on a l'habitude de faire. Attention, mg, puis vous allez avoir v. En x, bon, tout va être égal à 0. La tension en y, on le cherche. Pour le poids, on aura moins mg. Pour la force v, on va la chercher. Et ici, ben, on va les trouver. Si on se met un axe de rotation comme ceci, la tension va aller créer la tension va créer un moment qui est positif, qui va être égal à T 3 quarts de M. Hein? C'est quoi la somme des forces en M? Ben, la somme des... La somme, ah oui, c'est la somme des moments. Désolé. Okay. La somme des taux, là. C'est ce que, okay, c'est tout. Ouais, c'est ce que tu fais dans ton approche par problème. Voilà, la somme des taux. Donc, le moment créé par la tension, bah, la tension est déjà la force tangentielle. Donc, ça va être T sin de 90. Et la longueur, ici, bah, on aura 3L sur 4. Alors que pour le poids, ça va être négatif. On aura moins mg L sur 2. L sur 4, par contre. Parce qu'il a une distance L sur 4 du pivot. Donc finalement, la première question est vraiment très très simple. Tout ce que vous avez à faire, la somme des moments de force par rapport au pivot, c'est-à-dire le poids, moins mg L sur 4, plus la tension, donc le moment créé par la tension, T, 3L sur 4, et le tout va être égal à 0. Donc en fait, ce qui est intéressant, on pourrait ne même pas connaître la longueur, mais là on vous la donne, donc c'est pas un problème. Donc si vous faites le calcul, vous trouvez que la tension va être égale à 163,5 newtons.
La question B se fait automatiquement. La somme des forces en Y. Vous avez la force verticale, la tension et le poids. Et comme on est en statique, bah, c'est égal à 0. Vous connaissez la tension, vous connaissez la tension, vous connaissez mg, donc vous trouvez que V vaut 327 newtons. Ça ressemble beaucoup à ce que vous faites pour votre approche par problème. Si la tension est de 200 newtons, quelle serait l'accélération angulaire subite par la poutre à la position horizontale? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé que pour que ça soit à l'équilibre, c'est 163,5 newtons. Si on met une tension de 200 newtons, à ce moment-là, vous n'avez plus d'équilibre. Donc l'accélération angulaire n'est plus nulle. Et donc, quelle formule on va devoir utiliser? On va devoir utiliser celle-ci. La somme des moments est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Donc, vous avez à calculer le moment d'inertie. Votre moment d'inertie pour votre poutre ici, votre axe de rotation n'est pas par rapport au centre de masse. On le voit, l'axe de rotation qui est ici n'est pas par rapport au centre de masse qui est là. Ce qu'on applique, on applique le théorème des axes parallèles. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème des axes parallèles? Il nous dit ceci. Le moment d'inertie par rapport à l'axe qu'on veut calculer, ça va être quoi? Ça va être le moment d'inertie de la poutre si son axe était sur le centre de masse, plus la masse fois la distance qui sépare la distance qui sépare les axes au carré. Ce qui nous donne ici. Donc, dans le cas d'une tige, vous savez que c'est 1/12 de mL au carré. Ça, c'est donné dans votre formulaire. Donc, vous avez le centre de masse qui est placé au centre, quand c'est au centre de la poutre, plus m, et ici, votre distance d, ça vaut L sur 4 au carré. Donc, il suffit de remplacer, vous trouvez un moment d'inertie qui est égal à 29,16 kg mètre carré. Donc ça, c'est un petit peu plus dur, surtout que votre axe n'était pas par rapport au centre de masse. Mais il y a eu une explication dans la théorie. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la somme des moments égale le moment d'inertie fois l'accélération angulaire. La somme des moments, bah, vous le refaites. Hein. C'est moins L sur 4 mg plus 3L sur 4 fois la tension. Donc ça est égal au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Vous connaissez les valeurs de votre poids. Vous connaissez les valeurs de votre tension. C'est 200 cette fois-ci. Donc ça va donner 54,75, la somme des moments. Et ça est égal au moment d'inertie qui vaut 29,16 fois l'accélération angulaire. Donc vous aurez une accélération angulaire qui vaudra 1,88 rad par seconde carrée. Si vous venez de comprendre cette question-là, vous avez tout compris à ce que vous devez savoir pour la dynamique de rotation. Dans le cas de la dynamique de rotation, vous avez à calculer la somme des moments par rapport à un axe et vous devez trouver le moment d'inertie par rapport à un axe. À l'examen, ça sera exactement le même type de problème que je vais vous demander pour la dynamique de rotation. Ce problème-là aurait très bien pu être un problème d'examen. Il est parfait. Et dernière question, que pouvez-vous dire sur l'accélération angulaire entre 0 et 45? J'aurais peut-être enlevé cette question. Si on maintient le même angle pour la tension, qu'est-ce qui arrive?
Bah, tout simplement, la distance qui sépare votre tension de votre axe de rotation va diminuer. Donc la somme des moments va diminuer, donc l'accélération angulaire va diminuer. Ah, pardon, la somme des moments va augmenter, l'accélération sera plus grande. Puisqu'en fait, c'est surtout le poids qui va compter, puis la tension va moins... Voilà. C'est ce qui termine la présentation de la révision. Donc, je vais arrêter. Je vais arrêter l'enregistrement. Il est où l'enregistrement? Arrêter le partage. Ok. Je pense que l'enregistrement a plus longtemps.